Vos idées, vos émotions, vos questions. Ici, elles ont de l'écho. Faites résonner votre voix. Appelez ou textez 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. On dit qu'en moyenne, par année, au Québec, on a à peu près 1500 livres de déchets par personne. C'est ce que l'on jette aux poubelles. On sait que les sites d'enfouissement sont remplis. Entre autres, à Lachenay, on pourrait atteindre la pleine capacité en 2027. On se le fait dire beaucoup qu'on jette trop. C'est difficile, par contre, de changer son comportement. Simon Paré-Poupard, auteur du livre Ordures, journal d'un vidangeur, sociologue des poubelles, je dois dire que tu es devenu même le porte-parole de nos vidanges même. Là, je veux dire, on t'entend partout. Merci d'être là. Merci, ça fait plaisir. Dominique Simard, qui est réalisateur d'un documentaire que vous allez voir cet automne, La richesse des ordures. C'est un sujet qui fait énormément réagir cette semaine parce qu'on apprend finalement qu'on n'est pas capable d'atteindre finalement les objectifs qu'on s'était fixés. J'imagine qu'à vous deux, vous n'êtes pas vraiment surpris de cette étude-là. Non, pas du tout, en fait. Puis je crois même qu'il y a des angles morts à l'étude, des trucs qui n'ont pas été considérés, comptabilisés. Moi, je pense, entre autres, il y a des choses en ville qui se font. On rassemble les voies de collecte dans une même journée, recyclage, déchets, compost. Puis ça fait que parfois, le recyclage, même si les citoyens pensent qu'il est bien trié, mis au bon endroit, mis dans le bon sac, va se ramasser dans les ordures. Alors, dans les statistiques de matière recyclable, il y en a une partie, selon moi, qui n'est même pas comptabilisée parce qu'elle est jetée dès le départ en amont dans les déchets. Puis ceux qui le jettent, c'est qu'on n'a pas compris la consigne ou simplement il manque de place puis ça finit par être jeté? Bien là, j'ai de sources sûres, je sais qu'il y a des gestionnaires qui proposent de rassembler les voies parce que justement, ça se nettoie. C'est-à-dire, une personne va adosser un sac transparent ou blanc sur un bac à recyclage dans l'idée que ça va être ramassé dans le recyclage, mais drôlement, s'il y a une collecte d'ordures, tu as mis un peu de matière corrompue, mais ça va se ramasser dans le camion de vidange. Donc, souvent, on fait des efforts de recyclage, mais ça ne sert pas grand-chose. Je te laisse le dire, mais oui, mais en fait, parce que le système est peut-être un peu mal pensé. Bien, au fait, c'est parce qu'on dit qu'on veut atteindre finalement le pas de déchets ou qu'on réduise les déchets. J'ai comme l'impression que les objectifs qu'on se fixe, c'est utopique un peu. Vous êtes allé sur le terrain, Dominique Simard aussi, là, vous avez réalisé un documentaire là-dessus. J'ai l'impression que va falloir plutôt changer notre façon de consommer parce que présentement, la gestion des déchets, c'est quelque chose de compliqué. Oui, bien c'est ça. Je pense que les gens aussi apportent pas, pas nécessairement juste les gens, mais comme je disais, on perd un petit peu l'essence de l'objet. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance. Fait que tout ce qui est nécessaire pour construire des objets, on l'oublie. Puis finalement, c'est trop facile, là, justement, de se départir, je pense, des objets sans être conscient de toute l'énergie qui a été nécessaire pour le construire. 187 Cube Radio, non, mais je suis curieuse quand même parce qu'on veut essayer de moins jeter, là. On veut, là. Mais est-ce que vous êtes capable de le faire? 187 Cube Radio, 1-877-827-2346, parce que, bien honnêtement, moi, je trouve que c'est compliqué. C'est compliqué, le recyclage. Puis même quand on se promène dans la ville, il y a souvent des poubelles avec 3 trous. Un pour le compostage, le recyclage, puis les déchets, mais souvent, on réalise que c'est le même sac au bout du compte. Oui, je comprends. Dans les fast-food, dans les restaurants, c'est souvent comme ça. Puis lorsque tu ouvres, en fait, tu réalises que c'est le même sac, effectivement. Oui, il y a 3 trous, mais les 3 trous mènent à la même affaire. Oui. Je ne sais pas, vous, quand vous vous promenez, justement, là, est-ce que vous voyez une différence? Est-ce que vous voyez que depuis qu'on en parle, les gens sont un peu plus sensibilisés? Vous voyez qu'il y a moins de déchets? Ou moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de différence, même si on en parle. Oui, je suis assez d'accord avec toi. D'autant que, comme disait Dominique, les gens débordent d'objets. C'est quand même facile de jeter. Ils ne se soucient pas tout le temps si, effectivement, tout va au bon endroit. Puis le bac sert souvent, moi j'appelle d'exutoire moral, c'est-à-dire on met quelque chose qu'on pense qui devrait être réutilisé, on le met dans un bac à recyclage. Puis M. Vermette a dit dans son rapport de Recyc Québec, le vice-président, que ça nuit beaucoup au processus de recyclage. Donc je crois que les gens, ils le font de bonne foi parce qu'ils savent que ça ne doit pas être jeté, mais ils ne prennent pas la peine de se renseigner où exactement ça devrait être amener le bien. Un écocentre, un organisme de la région. Puis ça, là-dessus, sur la réemployabilité en amont, on manque d'informations peut-être. Dans le rapport qui est sorti cette semaine, qui a voyagé beaucoup, on dit que dans les quantités de choses qui sont jetées, le métal est en hausse de 70 %. Comment ça, le métal est jeté comme ça? C'est plus une question à Simon qu'à moi. Mais ça, moi, ça m'a surpris. Ah ouais? En fait, puis
Ben M. Vermette le dit lui-même, là, il ne le comprend pas. Je crois qu'on va devoir investiguer, enquêter là-dessus. Puis M. Vermette a quand même dit dans le rapport, puis là, mes sources, c'est le Journal de Montréal et Le Devoir, que les compagnies de recyclage ne sont pas tenues de façon obligatoire à mentionner les données, dans le fond, des matières recyclables. Alors ça, pour moi, ça devrait être une responsabilité du gouvernement que lorsqu'une personne a un contrat, elle doit fournir l'information. Et donc, essayer de comprendre les datas, comme on dit, les données. Pourquoi cette augmentation-là? Est-ce que c'est dans la production? Est-ce que c'est dans le processus de recyclage? Est-ce que c'est dans la mise au rebut, de la façon qu'on place nos déchets? Il y a vraiment quelque chose à enquêter pour faire mieux. Je trouve que pour le citoyen moyen, là, on essaie d'écouter les consignes, c'est quand même compliqué. Et là, on achète des imprimantes, puis on achète des cellulaires. Puis on veut bien les garder, mais l'imprimante, ça coûte quand même moins cher en racheter une que d'acheter une cartouche. Il y a ça aussi. Oui, ça, c'est un gros problème. Hein. Fait que, tu sais, il y a comme, on parle d'obsolescence aussi programmée, mais de l'autre côté, il y a aussi tout je pense, encore là, la conscience, tu sais, de réparer, qui n'est pas très, tu sais, on manque, je pense, excusez, là, mais ce ne serait pas les compagnies qui devraient peut-être être pointées du doigt ou il ne devrait pas y avoir des règlements parce que dans le documentaire que vous allez proposer cet automne, au fait, individuellement, on peut faire des choses. OK. Mais sauf que si les compagnies nous vendent des produits, comment je pourrais le dire gentiment, là, de piètre qualité, c'est dur pour nous de faire mieux. Oui, mais c'est ça. Mais tu sais, il manque d'éducation, puis il manque aussi de sensibilisation. Puis les compagnies en tant que telles, comme tu as mentionné, c'est beaucoup plus facile de se dire, on va mettre une imprimante à rabais à 69,99 puis que la cartouche, finalement, coûte 79,99. Mais en tant que consommateur, peut-être qu'on ne porte pas assez d'attention non plus à regarder. On va dire la cartouche, elle va imprimer combien de pages? 100 pages. Fait que finalement, il y a comme il manque d'informations aussi, je pense, à ce niveau-là. Mais comment on pourrait changer les choses, vous pensez? Comment on pourrait améliorer ça? Parce que j'ai l'impression que ça fait 1 an, depuis votre livre, vous faites que vraiment fait réagir. On parle de ça souvent. Mais je vois mal les solutions. Bien là, c'est sûr que, disons, une écotaxe qui favoriserait un fonds, un fonds qui pourrait aller vers le deuxième R, tout ce qui est dans le film, dans le fond, de Dominique, c'est-à-dire des initiatives de réparation, de réemployabilité. Ça coûterait donc plus cher à l'achat, mais en échange, on aurait un système de réparation plus large, bien implanté, une économie locale qui serait en développement, donc décroître un peu la consommation pour faire croître un secteur d'économie qui serait prometteur. Puis là-dessus, il y aurait tout ce que tu as nommé, là, une partie d'information auprès des citoyens, d'où aller, comment, qui aller voir, ça serait important. Drôlement, c'est ce qu'on faisait avant, où on savait où habitait notre coordonnier. Ben, c'est vrai. Puis ça se perd. Mais là, moi, si j'ai un problème informatique, je ne sais pas trop quoi faire. Là. Voilà. Honnêtement, je ne sais plus où appeler, puis c'est compliqué. Tu arrives sur des boîtes vocales. Il y a quelqu'un au téléphone au 187 Cube Radio. Oui, bonjour. Bonjour. Rappelez-moi votre nom. Lou-Ève. Lou-Ève, qu'est-ce que vous aviez envie d'ajouter à la discussion? Ben moi, cette année, là, j'ai décidé de couper ma visite au Costco parce que je suis une fan du Costco. Avant, là, c'était 2 fois par semaine et maintenant, c'est 1 fois aux 2 semaines. Oh! Qu'est-ce qui vous a motivé? Les déchets, toujours les bacs pleins de consommation, toujours trop consommés. On est 2 à la maison. C'était toujours trop. Et puis, dans ma municipalité, on a l'option d'acheter une étiquette pour la 2e poubelle qui coûte 100 $ par année. Oh! Fait qu'on a le droit, de mettre une 2e poubelle, la grosse poubelle. Puis cette année, je suis pas allée chercher l'étiquette. Puis là, on est rendu mi-juin et je n'ai pas utilisé ma 2e poubelle. Juste en éliminant le Costco, ou en tout cas en réduisant le Costco. Oh là là! Le Costco, oui, le Costco, là, j'adore le Costco, là, mais c'était trop. On achète trop, finalement. On veut économiser, puis finalement, on n'économise pas tant que ça. Ben non, parce que tout est suremballé. Tout est tout le temps trop. Puis là, tu arrives à la maison, puis là, tu finis par en donner. Ou, tu sais, il y a un petit peu de gaspillage, bien évidemment, qui se fait. Mais sinon, là, je suis vraiment fière de moi. Ça n'a même pas été une résolution. Ça s'est comme fait tout seul. Wow! Ben, vous êtes dans quelle municipalité, vous dites? Parce que l'étiquette à 100 $, je trouve ça intéressant parce que déjà, le petit geste, ça peut quand même nous sensibiliser. Oui, moi, je suis à Saint-Jacques, dans la Nodière. C'est intéressant, ça, parce que j'imagine, Simon, c'est pas partout là, qu'on a ces initiatives-là. Non, vraiment pas. En fait, c'est la première fois. Merci pour votre témoignage. Oui, madame a abordé la surconsommation, la prise de conscience,
puis les effets pervers du suremballage. Vraiment, dans votre témoignage, il y a beaucoup de choses super intéressantes. Puis lorsque je parlais des effets pervers du système qu'on ne voit pas, lorsqu'il y a un Costco, on le sait, dans un secteur, parce que les gens, puisqu'ils ne plient pas les boîtes, ils vont les mettre des fois en dessous du bac ou vont les faire dépasser dans les autres collectes, comme les ordures. Alors effectivement, là où il y a des Costco, il y a un grand gaspillage, et surtout du carton qui se recycle au Québec très bien. C'est vraiment dommage. Louève, est-ce que ça a contaminé les gens autour de vous? Est-ce que vous voyez que votre initiative, ça invite vos voisins ou bien vos amis, vos membres de la famille de faire la même chose? Bien, c'est sûr qu'on en parle. Là, le nouveau facteur là, dans ma vie, parce que tout est un défi. Là, c'est quand ils ont consigné toutes les deux, jusqu'aux 2 litres de lait. Parce que chez nous, le lait au chocolat, le jus d'orange, les bouteilles de Gatorade, les bouteilles d'eau. Tu sais, c'est un autre sujet, mais c'est quand même encore de la surconsommation, là. Oui. Ouais. Là, je gère ça comment, là, toutes ces belles petites bouteilles-là? Simon, qu'est-ce qu'on fait? Bien, moi, ce qu'on m'a dit, parce que moi aussi, je fais comme vous, madame, puis ça a fait que j'ai arrêté d'acheter chez Costco des 24 petites canettes de V8, parce qu'effectivement, ça devient lourd, mais en fait, c'est un peu ça le système, c'est pour qu'on change nos comportements. Mais je sais que les sites de consigne-action, il n'y en a pas partout présentement au Québec, mais ils sont très, très performants, puis permettent de ne pas attendre pendant 10 minutes à la machine, la gobeuse à aluminium. Donc, les sites consigne-action qui sont en implantation présentement au Québec, je crois que ça peut être des bonnes alternatives là, si vous en avez pas loin de chez vous. Louève, merci pour votre témoignage aujourd'hui. Vous êtes tellement dynamique, on a le goût de vous imiter, on a le goût de faire la même affaire. Ben, allez-y, allez en paix, mes enfants. Bonne fin de semaine! Il y a François aussi qui dit, quand on entre dans un commerce, gardez en tête que tout ce qui se trouve sur les tablettes se retrouveront éventuellement au vidange. Et ça, dans le documentaire, c'est abordé. L'énergie. Racontez-nous quand même, vous avez mis ça en lumière dans le documentaire qu'on pourra voir cet automne qui s'appelle « La richesse des ordures ». L'énergie que ça prend à faire, par exemple, un téléphone, puis l'énergie qu'on devrait mettre pour l'éliminer. Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr que ça, c'était le Gilles du Repair Café qui avait parlé de ça. Donc, c'est sûr, comme je disais tantôt, je ne connais pas les statistiques par cœur, mais c'est sûr que on oublie toujours que l'énergie qui est, comme je mentionnais tantôt, qui est nécessaire à créer un objet, donc même le transport qui a besoin aussi pour l'amener, puis on oublie ces facteurs-là. Fait qu'au bout de la ligne, si on change nos téléphones aux 2 ans ou des choses comme ça, mais ça pollue énormément. Là. Il disait, là, les chiffres sont bons, c'est que, par exemple, 200 kg de matériaux pour un téléphone, pour un tout petit téléphone, ça peut prendre 70 ans là, pour créer la même énergie. Là. C'est ça, hein? Oui. En leur chargeant, il faudrait leur charger pendant 70 ans pour compenser l'énergie que ça a pris pour le construire. Donc, si on voulait rentabiliser l'énergie du téléphone, il faudrait garder notre téléphone 70 ans. À main levée, qu'il garde plus de 2 ans son téléphone. Marianne Bessette en régie, Jean-François Roy, Jessica Giroux. La gang en régie, vous gardez vos cellulaires combien de temps? 4-5 ans. Jean-François aussi 5. Jessica Giroux arrive devant le micro 10 ans. Wow! Une personne exemplaire. Mais ça c'est une autre affaire parce que les téléphones, les façons dont les campagnes sont faites aussi, puis le fait que quand on garde son téléphone longtemps, parfois, tu n'as plus les mises à jour nécessaires. C'est ça devient obsolète. C'est ça. Ça, c'est un autre dossier. Est-ce qu'on sait s'il y a des programmes ou est-ce qu'on sait s'il y a des initiatives qui sont prises pour qu'éventuellement ça cesse? Parce que comme citoyen, on peut essayer des initiatives comme Louève, mais dans le cas des matériels électroniques, des matériaux électroniques, on est un peu victime. Ouais, c'est sûr que l'électronique, c'est un fléau un peu parce que on fait exprès pratiquement pour créer l'obsolescence justement des produits. Juste par les programmes, tout ça, toutes les compagnies font un peu ce modèle-là. Fait qu'il devrait y avoir, je pense, un peu plus de pouvoir au niveau des instances là, pour réglementer un peu ce volet-là parce que l'électronique, il en jette des tonnes. Dans le documentaire, on voit comme un grand mur au début là, de déchets électroniques. Puis, tu sais, il y avait même un iPod Shuffle dedans qui fonctionnait parfaitement. Là. Ça s'en va aux poubelles. Bien, ça arrive. Simon, vous l'avez mentionné régulièrement, là, que vous trouvez des affaires dans les poubelles, vous vous promenez, vous trouvez des jouets pour vos enfants qui sont encore corrects, du stock qui ne demande pas grand-chose à réparer, puis finalement, vous êtes capable, sans acheter de nouveaux objets, vous êtes capable de garnir votre maison. Finalement, ça, vous l'avez dit souvent. Oui. Puis drôlement, en fait, la raréfaction des ressources, c'est-à-dire ce que Dominique explique
explique, on a de moins en moins d'accessibilité des ressources faciles à travers le monde pour avoir nos objets informatiques. Puis on est à réfléchir où, à un moment donné, on va devoir ouvrir nos sites d'enfouissement pour aller chercher ces matières-là parce qu'ils vont être plus faciles à aller chercher dans nos sites d'enfouissement que dans des mines à faible pourcentage. Ça dit l'absurdité du fait de jeter. Il faut se débarrasser de cette habitude-là, de la facilité de jeter. Mais comme on jette nos déchets, on les jette, on les cache, je veux dire, on veut pas les voir. Fait que c'est comme si ça nous concerne semi parce qu'on le voit pas. Pascal, au 187 Cube Radio, vous aviez envie d'ajouter votre voix à la discussion. Oui, les encombrants dans les municipalités. Oui, allez-y. On sait que les municipalités donnent un horaire en moyenne 6 fois par année ou 3 fois par année pour les encombrants. Et on retrouve beaucoup d'électronique, soit des micro-ondes, des stations de radio, des ordinateurs, des meubles. Et tout ça, ça se ramasse dans au vidange et dans les sites de dépotoir. Est-ce que ça serait possible, je ne sais pas, de sensibiliser le monde pour les éco-centres et de pouvoir trier tout ça? Avez-vous une réponse pour nous? Dominique Simard? Oui. C'est sûr que, justement, le modèle, mettons, du film, au départ, c'était le réemploi. Donc, c'est sûr que si on prenait les sous, au lieu que les municipalités le prennent pour le mettre en enfouissement, bien, si on prenait ces mêmes revenus, on pourrait dire, bien, pas ces revenus, mais c'est l'argent qu'on met pour ces dépenses-là, on le mettrait avec l'éco-centre, puis d'installer peut-être un système de collecte avec eux ou quoi que ce soit, d'aller chercher ce qui est encore bon. On pourrait générer de l'argent au lieu d'en dépenser. Puis de là, on pourrait peut-être même le réinvestir dans un milieu social. Là, quelque chose de plus circulaire, finalement. C'est sûr que tu peux contribuer avec ces sous-là dans la municipalité avec les citoyens. Oui. Puis d'autant, on a vu certaines villes comme Rivière-du-Loup ont vu leur facture pour la gestion des matières résiduelles augmenter de 70 dans l'espace d'un contrat. Puis, à ce moment-là, ils ont négocié ce qu'on appelle des contrats ouverts, c'est-à-dire, sur le terme d'un contrat de 4 à 6 ans, la ville peut se réapproprier, reprendre une partie du contrat pour en faire quelque chose. Mais ça, c'est possible si ça coûte cher, la GMR, le système. Puis lorsque ça coûte cher, bien, on a envie de déplacer puis de développer une économie qui n'est pas celle de tout à jeter, en fait. Est-ce que vous seriez prêt, vous, Pascal, à payer plus cher? Ben, moi, j'ai travaillé dans la collecte des ordures, puis je peux vous dire que j'en ai vu des vertes et des pas mûres à ce sujet-là. Ah oui, hein? Surtout que le citoyen, en tant que tel, ne désire pas tout le temps collaborer au système. Est-ce que vous trouvez que c'est pire avec le temps? Est-ce qu'on est plus sensibilisé ou au contraire, on est plus individualiste, on s'en fout un peu plus, puis de toute façon, les déchets, on les voit pas, fait que ça nous concerne pas? Ben, moi, je pense plutôt que ce qu'on achète, c'est pas fait comme dans le temps, durer dans le temps. C'est des matières jetables qu'on veut jeter pour avoir ensuite de quoi de plus actuel. On est une société qui veut tout le temps avoir quelque chose de coup d'œil. Et quand la mode change, ben, le citoyen veut changer, puis qu'est-ce qu'il fait? Il jette. Merci pour votre témoignage. Puis c'est vrai que, Simon, vous le dites souvent, dans le documentaire, il y en a question aussi avec Dominique, la richesse des ordures. Ça, c'est un point qu'on ne peut pas vraiment contrôler, c'est vrai. On a beaucoup parlé également de la fast fashion, donc la mode jetable. Ça aussi, c'est quelque chose qui fait mal à l'environnement. J'ai l'impression aussi que, je ne sais pas, au Québec versus ailleurs, on est peut-être plus hypocrite par rapport à nos déchets parce qu'on ne les voit pas. Est-ce que tu trouves? Pardon. Mais en fait, oui, c'est ça. Nous, on a choisi de faire du mix, c'est-à-dire pour notre recyclage, de mettre tout en notre stock dans un bac. Puis, bref, on a choisi la simplicité, tandis que d'autres endroits, je pense beaucoup en Europe, où les gens se déplacent et trient eux-mêmes leurs trucs, leurs matières recyclables. Ça fait prendre conscience de tout ce qu'on consomme, puis comme disait Dominique, de valoriser la matière. On comprend c'est quoi un plastique par rapport à un autre, quel qu'on doit prendre. Donc, le fait de faire un mix, de choisir la simplicité, ça n'amène pas à la réflexion, selon moi. Il y en a qui disent ce serait bien de permettre aux citoyens de récupérer des produits électroniques avant qu'ils soient détruits. Normand Martel suggère ça. Êtes-vous d'accord? Ben, justement, le modèle, on va dire, je reviens au modèle de l'écocentre. Tu sais, il y a des écocentres comme, je pense à celui de Laval qui est récent, mais qui ne font pas de réemploi. Mais si on avait des boutiques, si ça serait installé partout à travers la province, mais là, on aurait accès à ça, justement. On pourrait aller acheter des trucs à moindre coût.
Donc, donner une deuxième vie, en fait, parce que on n'a pas toujours besoin d'acheter neuf. Il faut aussi cesser de déresponsabiliser, de se déresponsabiliser, arrêter de blâmer l'industrie qui ne fait que répondre à la demande. Cessons de demander. Si on arrête de demander, ils vont arrêter de produire. Donc, lui, François, pour lui, on est quand même une partie du problème. Oui, clairement. Parce qu'en fait, on le sait, il y en a beaucoup qui ont 3, 4, 5 cellulaires chez eux. Donc, on a choisi de les acheter. Tout à l'heure, on parlait de l'obsolescence informatique, les programmes qui fait qu'il faut... Mais on n'est pas obligé de les installer, toutes les applications. À un moment donné, on peut dire stop, puis on se contente un peu plus de ce qu'on a. Puis une fois qu'on fait ça, ben, c'est plus facile de prendre le temps avec de ce qu'on a, puis d'en prendre soin. D'en prendre soin, c'est-à-dire de se renseigner comment que ça se répare, quelle application nuise. Donc, dans le système, il faut planifier qu'une application ne nuise pas à la durée de vie de l'objet. Il faut mettre en place des organismes comme les Repair Café pour réparer, mais il faut, nous, comme individus, aussi se contenter à un moment donné de ce qu'on a et pas toujours essayer d'avoir plus. Parce qu'on oublie que tout ce qu'on achète va finir par se retrouver aux poubelles si on ne le donne pas ou si on n'échange pas des vêtements ou si je me rappelle, dans le temps, on achetait des pots de moutarde. Là, le pot, là, ça devenait des verres. On les gardait, les verres, puis on n'achetait pas des verres, c'était notre pot de moutarde. Et ça, il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de ça aussi dans ce qu'on achète. Là. Clairement. Merci de votre passage en studio. Dominique Simard, votre documentaire La richesse des ordures, on pourra le voir au cours de l'automne. Simon Paré-Poupard, votre livre Ordures, journal d'un vidangeur est toujours disponible. Et mon Dieu, je pense que c'est l'un des livres les plus populaires de l'année passée. Merci, oui. Tant mieux. On vous souhaite un bel été, belle fin de semaine. D'ailleurs, il pourrait y en avoir pas mal de déchets en fin de semaine parce que ce sont les balles de finissant. Donc là, les robes, est-ce qu'on va pouvoir les mettre en vente par la suite? Est-ce qu'on pourra les prêter à nos amis l'année prochaine? Parce que ça aussi, ça fait générer beaucoup de déchets, les balles de finissant. Vous êtes prêts à payer combien pour vos ados? Parce que je sais que ce soir, il y a plusieurs parties d'organiser. Le 25 juin aussi. Il y en a qui peuvent dépenser 1 000, 1 500 $ pour cette journée-là. Vous êtes prêts à dépenser combien? 187 Cube Radio, 1-877-827-2346.